Bienvenue sur Un air de RH, le podcast qui explore les tendances et les enjeux du monde des ressources humaines et de l'entreprise. Je suis Pauline Correa et je suis ravie de vous retrouver à l'animation de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant au cœur des discussions dans de nombreuses entreprises, la transparence salariale. Véritable révolution pour certains, simple évolution pour d'autres, c'est une pratique qui soulève autant de questions qu'elle ne promet de bénéfices. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le débat de savoir si la transparence salariale est source de plus d'équité ou de tension en entreprise. Aujourd'hui, c'est une directive qui a été adoptée et qui sera prochainement transposée. Dans quelle mesure la transparence salariale favorise-t-elle un climat de confiance et d'équité au sein des entreprises, tout en présentant des défis de gestion et d'acceptation parmi les employés ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux experts. Axel Vance, juriste spécialisé en droit du travail et social aux éditions Tissot. Il va nous éclairer sur le cadre légal et les évolutions à venir. Et je suis également ravie de recevoir Juliette Rimbaud, qui est People Lead chez Alan, une entreprise avant-gardiste qui a fait le pari de la transparence salariale bien avant que cela devienne une obligation. Comment l'ont-ils mis en place? Quels défis doivent-ils surmonter? Surtout, quels bénéfices en retire-t-il aujourd'hui? Restez avec nous pour tout découvrir. Alors, prêt à plonger dans les coulisses de la transparence salariale? C'est parti! Bonjour Juliette, bonjour Axel. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Merci de participer à ce podcast sur la transparence salariale. Pour commencer, alors Axel, vous êtes juriste aux éditions Tissot. Pour bien cerner le sujet, est-ce que vous pourriez commencer par nous donner une définition de la transparence salariale? Alors, la notion de transparence salariale, elle n'est pas définie en tant que telle par le code du travail. Si on se reporte au code du travail, on remarque que la notion de transparence, les quelques fois où elle se trouve employée, elle est totalement déliée de la notion de salaire ou plus largement de la notion de rémunération. À titre d'exemple, si on se réfère à l'article 2121-1 du code du travail, on retrouve la notion de transparence financière qui constitue l'un des 6 critères permettant d'apprécier la représentativité d'une organisation syndicale. Donc on est véritablement sur un tout autre sujet. Ce qui fait que pour l'heure, cette notion de transparence salariale, elle reste relativement empirique, plastique, c'est-à-dire qu'elle se retrouve généralement modelée en fonction des politiques sociales qui sont déployées par les entreprises. Et même si à première vue, on peut comprendre de quoi il en retourne, il faut savoir que les deux composantes de la notion peuvent être diversement interprétées. S'agissant du terme salarial, force est de constater que les entreprises peuvent apprécier plus ou moins largement les éléments de rémunération à mettre en lumière. Alors il y a évidemment le salaire de base, mais ça peut aussi évoquer les primes, les avantages, etc. Et puis il en va de même pour le terme de transparence, puisque ce terme peut être aussi soumis à une intensité variable. Si on reprend l'exemple du salaire de base, est-ce qu'il faut dévoiler son montant exact ou alors est-ce qu'on peut se contenter d'une fourchette? Alors, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de définition à proprement dit du code du travail, mais tout de même, on peut affirmer que la transparence salariale a pour vocation d'être vecteur d'égalité salariale. Vous confirmez? Exactement, exactement. C'est une chose qui est certaine, c'est que la notion de transparence salariale, elle s'est vraiment développée au fil du temps comme un vecteur de lutte contre les discriminations et les inégalités salariales. On peut le constater dans une certaine mesure avec l'index EGAPRO, qui est pleinement obligatoire en France depuis 2020. Et puis on a pu le remarquer encore plus récemment à l'échelle de l'Union européenne, cette fois-ci avec la directive 2023-970. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de noter que la Cour de cassation, elle s'est aussi penchée sur le sujet, à son niveau bien sûr, dans une décision qui a été rendue le 8 mars 2023. Et dans cette décision, la Chambre sociale a indiqué qu'une salariée était en droit, pour présumer l'existence d'une inégalité salariale, d'obtenir la communication des bulletins de salaire de 8 autres de ses collègues masculins, avec évidemment occultation de leurs données personnelles, à l'exception de certaines, comme leur nom, prénom, classification conventionnelle, mais, et c'est là le plus intéressant, rémunération mensuelle détaillée et leur rémunération brute totale
cumulés par année civile. Alors, Juliette, vous êtes people lead chez Alan. Peut-être que vous pourriez, nous donner une définition, plus concrète dans le cadre de votre quotidien en entreprise? Alors oui, chez nous, la transparence salariale, ça fait partie de notre ADN d'entreprise et je fais un petit retour dans notre histoire. Quand les cofondateurs ont fondé Alan il y a 8 ans de ça, Alan, une assurance santé. Ils se sont dit à l'époque que dans le domaine de l'assurance santé, s'y retrouver dans ces garanties, savoir combien d'argent on engageait lorsqu'on bénéficiait d'un soin, combien on allait être remboursé, c'était assez opaque. Et donc, ils ont placé la valeur transparence au cœur du produit Alan. Et en miroir, quand ils ont fondé Alan, ils ont également fondé un autre produit, cette fois-ci la culture d'entreprise, au sein de laquelle ils ont placé la transparence en miroir avec le produit au cœur de la culture d'entreprise. Et c'est ainsi qu'est née cette valeur clé chez nous de la transparence radicale qui se décline à différents niveaux, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le niveau de la transparence salariale. Concrètement, chez nous, tout le monde, tout un chacun sait quel est le salaire des autres collaborateurs, des salariés et même des cofondateurs. Toute cette donnée-là, elle est entièrement publique. Et il y a un second niveau qui vient se greffer à ça, de transparence salariale, c'est que l'on a une grille salariale unique sur laquelle tout le monde est placé. Cette grille salariale, elle reprend deux éléments clés: le nombre d'années d'expérience professionnelle de la personne, auquel on vient factoriser l'impact attendu, le niveau de seniorité attendu au sein de l'entreprise, et ça nous donne le salaire de la personne que l'on retrouve sur une grille. Cette grille, elle est publique en interne, bien évidemment, puisqu'on est tous placés dessus, mais également en externe, et elle est disponible lors des processus de recrutement. D'accord. Donc, en effet, on se base, sur une grille. Axel, je me retourne à nouveau vers vous, en fait, pour évoquer la directive européenne adoptée en 2023, en fait, qui met quand même, ce sujet de la transparence salariale sur le devant de la scène. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le contexte et le cadre légal, et juridique qui encadre ces directives? Alors oui, oui, comme on l'a évoqué précédemment, l'Union européenne a adopté en 2023 une directive qui, dans, l'objectif de renforcer l'application du principe d'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, a institué des mesures destinées à améliorer la transparence. Et donc le postulat du législateur européen, c'était celui-ci, c'était que en fait le manque général de transparence en ce qui concernait les niveaux de rémunération maintenait une situation non acceptable dans laquelle les discriminations fondées sur le sexe et les partis pris sexistes passaient inaperçus et que en réalité ces phénomènes, même lorsqu'ils étaient soupçonnés, ils demeuraient très difficiles approuvée. Donc cette directive, elle n'est pas encore applicable en droit interne et il faut pour cela qu'elle soit transposée et la France a jusqu'au 7 juin 2026 pour s'y conformer. Alors, juin 2026, il y a encore un petit peu de temps, mais est-ce qu'on peut quand même évoquer les principales, mesures et changements attendus par, cette directive? Alors oui, avant de s'intéresser véritablement et plus concrètement aux mesures prévues par la directive, je trouve intéressant de remarquer que, celle-ci emploie l'expression de transparence des rémunérations et non pas, l'expression de transparence des salaires ou de transparence salariale. Ce qui signifie que les mesures, elles concerneront à la fois le salaire de base, mais aussi, tout autre avantage payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur. Et donc, si on s'intéresse à présent donc aux mesures les plus notables qui sont prévues par cette directive, on peut tout d'abord citer l'article 5 qui prévoit à l'endroit des candidats à un emploi un double droit, celui d'une part de recevoir des informations relatives à la rémunération initiale ou à la fourchette de rémunération initiale pour le poste concerné, et puis celui d'autre part de ne pas voir le recruteur, l'employeur, lui demander l'historique de ses rémunérations, que ce soit vis-à-vis de sa relation de travail actuelle que de ses relations de travail antérieures. Et donc l'objectif ici, c'est que cela permette aux parties, au moment de la négociation sur la rémunération, d'engager une discussion éclairée et transparente. Et donc ces éléments
pourront être partagées selon des modalités, qui restent à définir par, les États membres de l'Union européenne. Donc sur ce point, les États ont toute, latitude, même si la directive a déjà donné des pistes, en évoquant, l'offre d'emploi qui pourrait être, un vecteur, intéressant. D'accord. Donc là, on a évoqué, les dispositions qui concernent les candidats. Est-ce qu'on peut évoquer celles qui concernent les salariés? Oui, en effet, les salariés sont également concernés par cette directive. De leur côté, ces derniers devront avoir à leur disposition, les critères qui sont mobilisés par l'employeur pour déterminer la rémunération, les niveaux de rémunération, mais également la progression de la rémunération des, travailleurs. Même si sur ce dernier point, la directive envisage une exemption, pardon, une exception, pour, les entreprises de moins de 50 salariés. Mais là encore, les États, seront libres de l'activer ou pas. D'autre part, les salariés seront également investis d'un droit à l'information, nouveau, puisque ces derniers pourront demander à recevoir, dans un délai de 2 mois, précise la directive, des informations écrites sur leur niveau de rémunération individuelle et sur les niveaux de rémunération moyens qui seront ventilés par sexe des salariés accomplissant le même travail ou un travail de même valeur. Sur ce point d'ailleurs, si jamais les informations transmises s'avéraient inexactes ou incomplètes, les salariés pourraient, dans la limite du raisonnable, solliciter des précisions et des détails supplémentaires et, dans un second temps, recevoir une réponse circonstanciée. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que les représentants, donc les représentants des salariés, pourraient aussi jouer un rôle d'intermédiaire sur cette question. Alors du coup, on peut s'interroger sur la gestion de la confidentialité des informations personnelles. Est-ce que la directive prévoit quelque chose de spécifique dans ce sens? Alors oui, la directive, elle s'y intéresse, à plusieurs niveaux. Elle précise tout d'abord que, les salariés ne pourront aucunement être empêchés de divulguer des informations relatives à leur rémunération et pour être plus précis, la directive appelle, clairement les États membres à adopter, si nécessaire, des mesures qui seraient destinées à interdire ce qu'on appelle les clauses de, secret salarial. À un autre niveau, mais ça paraît ici plus logique, la directive précise que les informations, communiquées, eh bien, devront respecter le règlement général sur la protection des données personnelles, c'est inévitable et en dernier lieu, la directive laisse la possibilité pour les États membres, de réserver, l'accès aux données communiquées par l'employeur, aux représentants des travailleurs ou à l'inspection du travail lorsque, cette divulgation entraînerait une divulgation de la rémunération d'un travailleur ici identifiable. D'accord, bah, merci beaucoup Axel pour ces, précisions sur le contexte, légal et juridique de cette directive, donc à venir. Je vous propose du coup maintenant de passer à du concret avec le retour d'expérience, d'Alan, donc avec Juliette Rimbaud qui est avec nous. Donc chez Alan, vous avez une particularité, vous n'avez pas attendu, l'adoption de, cette directive européenne et de son caractère obligatoire pour vous plonger dans le sujet. Chez Alan, on peut même dire que la transparence salariale, ça fait partie de l'ADN de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez, nous en dire un peu plus? Oui, c'est, ce que j'ai exposé un peu plus tôt, c'est vraiment, un parti pris de culture d'entreprise. C'est de placer la transparence au cœur de la manière dont on fonctionne, au cœur des valeurs de l'entreprise et cette culture d'entreprise, elle a des ramifications dans l'ensemble des questions RH et dans la manière dont on les conduit et un des exemples concrets, c'est donc cette transparence salariale à 2 niveaux que je décrivais, qui est à la fois le fait que l'ensemble des salariés savent quel est le salaire des autres membres de l'équipe au sein d'Alan et également la grille unique sur laquelle on est tous placés. Oui et puis vous me disiez, vous parlez, des, j'allais dire des collaborateurs au sein d'une même équipe, mais au-delà d'une même équipe, vous m'aviez précisé qu'en effet vos dirigeants, eux-mêmes communiquent leur salaire. Donc il y a vraiment absolument rien de caché, tout le monde est au même niveau, de transparence, si je peux dire. Ah oui, en effet, c'est un équipe avec un E majuscule, puisque,
l'ensemble, il n'y a pas de zone d'opacité, en effet. D'accord. La transparence, cette valeur clé de notre culture d'entreprise fait que l'ensemble des informations intéressant, les salariés, les collaborateurs, la plupart des questions, RH sont, entièrement transparentes, c'est-à-dire accessibles si les personnes souhaitent, avoir accès à l'information donnée. D'accord. Alors, ma prochaine question, d'après votre expérience, mais vous avez, commencé à l'aborder en évoquant les grilles de salaire. Pour conseiller, nos auditeurs, quelles sont pour vous, les étapes clés essentielles à prendre en compte pour faciliter la mise en place de la transparence salariale au sein d'une entreprise? Je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait? Alors, bien évidemment, on a décrit le cadre juridique et puis, qui va s'enrichir et donc, qui vient aussi, nourrir nécessairement la réflexion et la manière dont on va travailler, de manière générale en RH, bien que ce soit, enfin, pour nous déjà notre outil de travail. Mais je dirais que ce savoir et s'ancrer sur le pourquoi est-ce qu'on le fait et en quoi est-ce que ça peut enrichir l'expérience collaborateur, comment est-ce que ça peut étoffer nos pratiques RH, c'est très important d'avoir ce pourquoi-là, de savoir d'où l'on vient. Ensuite, pour la transparence salariale, alors de manière aussi radicale qu'elle est pratiquée chez Alan, parfois on m'interroge en me disant, mais euh, pour moi la marche elle est trop haute et je ne sais pas exactement par où commencer parce que j'ai pas du tout cette culture d'entreprise de là et je viens moi plutôt d'une entreprise où cette donnée pour l'instant est confidentielle et il n'y a pas forcément l'état d'esprit et la culture d'entreprise qui va avec. Alors, ce que je dis, c'est que c'est toujours possible de créer ça et que nous, on est un exemple, mais il y a plein de manières de le pratiquer. Euh, Par exemple, on peut se dire que les équipes de leadership vont être les premières, les pionnières à communiquer quelle est leur rémunération. Et c'est ce qu'on disait. Alors, il y a bien évidemment le salaire, mais ça peut être aussi l'ensemble d'autres avantages qui viennent avec et qui font l'ensemble de la rémunération et qui peuvent mener la danse. On peut aussi le faire à échelle de l'équipe et se dire qu'on commence peut-être quelque part. Si une équipe a des volontaires et qu'au sein d'une équipe, on peut à ce moment-là pratiquer la transparence des salaires, c'est une bonne manière de le faire. Très bien. Et alors concrètement, quels bénéfices retirez-vous de la transparence salariale? Un des premiers bénéfices pour moi, qui me fait toujours un peu sourire, mais c'est qu'il n'y a pas de bruit de couloir, il n'y a pas d'interrogation autour de combien gagne un collègue, une collègue. Il n'y a pas de bruit de couloir quand il y a des promotions et pour savoir quel a été le montant de la promotion d'une personne. Chez nous, ça permet vraiment d'aplanir toutes ces questions. De toute façon, c'est public. Et puis au bout d'un moment, c'est presque plus un sujet. Donc ça, c'est, je dirais, assez agréable et plutôt sain, je trouve, parce que ça permet aussi de se concentrer sur les bonnes questions. La rémunération, ça reste un sujet éminemment sensible. Euh, et je trouve qu'au moins s'assurer cette tranquillité-là de la transparence, ça permet de se concentrer sur les bonnes questions autour de sa rémunération, de sa politique de rémunération. Et puis, chez nous vient se greffer autour de cette transparence salariale un processus d'évaluation, des évaluations biannuelles, des évaluations à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on est évalué par des membres de son équipe, par des personnes qui ont le même niveau que nous, et puis par des personnes qui, même si chez nous la hiérarchie est plutôt aplanie, mais qui, on peut dire qu'ils sont d'un niveau hiérarchique supérieur. Donc, c'est des évaluations à 360. Et c'est donc un moment où on reçoit des évaluations voilà, de pairs. Et ces évaluations-là, elles sont également transparentes. Et ça, je dirais que c'est un peu un autre étage de notre fusée de la transparence salariale, parce que ces moments d'évaluation biannuelle, ce sont, si on est promu, c'est le moment où on va voir son salaire réévalué et donc progresser dans la grille que je décrivais. Et là également, c'est tout transparent. Les évaluations que l'on reçoit sont transparentes. Le processus d'évaluation, il est établi, défini selon des critères qui sont transparents et l'équipe RH en est la garante. Et les décisions qui sont prises de promotion et de
de non-promotion sont également publiquement explicités et argumentés. D'accord. Alors du coup, ça m'amène, quand même à me poser la question de est-ce qu'il n'y a pas, des effets pervers? Je pense par exemple à est-ce que la transparence salariale ne pourrait pas amener à une standardisation excessive des salaires? Et donc, en effet, comment éviter ce genre d'effet pervers? Je pense que vous avez quand même commencé à y réfléchir avec, les évaluations. Complètement. Cette grille unique, elle est, effectivement, c'est à la fois un vecteur unique, dans la manière dont on aborde les questions de rémunération en RH et je présentais, les nombreux avantages que cela présente, mais ça présente également quelques défis. On va avoir, des populations différentes au sein de l'entreprise. Alors chez nous, uniquement une population de cadres, mais on va avoir des populations, qui vont faire, du service client, des activités commerciales, mais également des ingénieurs informatiques. Et donc, c'est vrai que placer toutes ces personnes sur une même grille, c'est un petit exercice de gymnastique intellectuelle. Et ce que je dis souvent, c'est ce qui compte finalement, c'est l'esprit de la loi plus que la loi en elle-même. On a cette grille-là, les critères sont transparents, et derrière cette grille salariale vient se greffer des grilles de compétences et de progression en fonction des corps de métier que l'on a chez Alan, qui sont extrêmement précises, que l'on ajuste régulièrement pour qu'elles soient vraiment au plus près de la pratique et du métier quotidien de tout un chacun chez nous. Et ce qui compte, c'est que voilà, après, on peut avoir effectivement des départements où on va placer les personnes de manière différente sur la grille parce que les niveaux d'impact dans l'entreprise ne sont pas les mêmes. Et pour moi, ça, c'est acceptable dans la mesure où on est bien au clair sur les choix que l'on fait, où ces choix, ils sont renseignés, documentés par écrit, donc tout le monde sait comment la manière dans laquelle on a procédé à ces choix-là, et, qu'on respecte cet esprit de la transparence. Donc voilà, pour moi, c'est l'esprit de la loi qui compte. D'accord et du coup, en effet, donc ça, ces grilles, ça fonctionne, j'ai envie de dire, en interne. Mais est-ce que ça fonctionne aussi au moment du recrutement, des nouveaux talents? Ou est-ce que parfois ça peut poser un petit, souci si certains ont envie de négocier? Alors oui, donc c'est un outil pour nous lors du processus de recrutement. Lors du processus de recrutement, on essaye d'être aussi clair que possible, je l'espère, sur la culture d'entreprise que les candidats et les candidates peuvent trouver chez Alan. Et donc on présente très tôt la transparence et la manière dont on la pratique chez nous, et notamment sur les aspects de salaire. Pas seulement, mais en partie. On a également beaucoup travaillé le côté marque employeur pour avoir du contenu à disposition des candidats et candidates pour qu'ils savent exactement où ils mettent les pieds. L'idée, c'est elles soient acteurs, actrices de leur processus de recrutement chez nous. Et donc effectivement, la grille, elle est disponible de manière publique sur notre blog. C'est un support, on va dire, tout au long du processus de recrutement. Et comment est-ce qu'on aborde la question du niveau et de la manière dont on va placer la personne sur la grille, c'est-à-dire quel va être le salaire de la personne? Eh bien, c'est un processus collaboratif. On a un processus qui est très structuré avec plusieurs étapes, et chaque étape du processus de recrutement donne lieu à un partage, un retour sur la performance du candidat et de la candidate, et le candidat et la candidate est invité à nous faire des retours également sur son expérience candidat-candidate. Et c'est à ce moment-là où on échange, nous, en interne, on va avoir ce processus-là de réflexion collaborative sur quel est le niveau de la personne et donc quel va être le facteur déterminant de son salaire chez nous. Et ensuite, au moment où on fait l'offre à la personne, donc là, pareil, dans ce même esprit de la transparence et puis de la culture du feedback, on va expliquer pourquoi on en est arrivé à cette offre-là, pourquoi ce niveau-là. Et donc, c'est encore une fois, c'est dans l'état d'esprit de faire quelque chose d'assez collaboratif. Et comme vous le soulignez, ça n'est pas négociable. C'est une particularité. Cette transparence-là et la pratique que l'on en fait sur une grille unique fait que c'est un système qui souffre assez peu d'exceptions. Et donc, on se doit voilà, de placer tout le monde avec la même rigueur intellectuelle. On essaye en tout cas de le faire.
Et oui, ça peut décourager certains profils. Et ce que j'aime dire, c'est que eh ben, c'est comme ça, on le sait. On a déjà perdu des candidats qui avaient une grande valeur, mais qui n'étaient pas alignés avec ce fondement essentiel de la culture de l'entreprise. Et donc, on se dit bah, que c'est acceptable, du coup. D'accord, donc vous l'avez souligné, pas d'exception. On met en avant le côté collaboratif. Du coup, comment, vous incitez à cette performance collective finalement à travers la transparence salariale? Oui, c'est une très bonne question. Alors notre rémunération, elle s'appuie sur 2 piliers. Le premier, donc c'est, le salaire, je viens d'en parler, en détail. Hem Et on a une autre particularité, c'est qu'on n'a pas de bonus, on n'a pas de prime, quelle que soit, son appartenance au sein de l'entreprise. Donc même les équipes commerciales n'ont pas de bonus commerciaux. L'idée derrière ça, c'est de placer l'accent sur la performance non individuelle mais collective. Et donc pour compléter notre politique de rémunération, on a des options. En France, ce sont des BSPCE, des bons de souscripteurs de parts de créateurs d'entreprises, qui est un véhicule que l'on décline également à l'international au travers d'autres formats d'options pour intéresser collectivement à la performance et à la croissance de l'entreprise. Et de la même manière, pour cette part d'equity, on a une grille qui est également transparente et progressive en fonction du niveau de la personne au sein de l'entreprise. Eh bien, merci Juliette pour, votre partage, d'expérience, heu, Avec avec, plaisir. Alan qui est quand même en effet, très, novateur de ce point de vue-là. Mais ce qui est important de souligner, c'est que vraiment, à la base, la transparence salariale fait partie de la culture d'entreprise. Est-ce que, vous souhaitez, dire le mot de la fin, peut-être partager, un autre retour d'expérience que je n'aurais pas encore, évoqué? Pour ma part, si je la chose que j'aimerais que les auditeurs et les auditrices retiennent, c'est que on peut toujours commencer quelque part, peu importe, l'endroit d'où l'on démarre, et que l'on peut commencer, petit et faire progressif. Et quand je parle du modèle Alan, j'ai conscience que, nous vraiment, nous, ça fait partie de notre ADN et qu'on a été conçus comme ça. Et donc je veux jamais, prétendre être donneuse de leçons. Je pense que chaque entreprise peut aussi faire un peu, décliner cette question-là en se l'appropriant, dans les cadres qui nous sont imposés, bien évidemment. Et je pense que si on le fait avec intention, c'est vraiment ça devient une force de marque, employeur, ça devient une force et un élément structurant de l'expérience employée. Donc j'invite vraiment toutes les entreprises à se l'approprier. D'accord, merci beaucoup Juliette. Avec grand plaisir. Merci Pauline. Voilà, c'est la fin de cet épisode passionnant sur la transparence salariale. Merci à nos invités pour leurs éclairages riches et concrets. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la transparence salariale est bien plus qu'une simple tendance. C'est un outil stratégique à la fois pour répondre aux exigences légales, mais aussi un levier qui pourrait transformer en profondeur la culture des entreprises. Les retours d'expériences concrets comme celui d'Alan montrent bien qu'ambitieux, cette démarche est à la portée des entreprises prêtes à favoriser une plus grande équité. Mais bien sûr, ce n'est pas sans défi. Il est essentiel de structurer ce projet et de l'accompagner avec des outils adaptés, une communication claire et un cadre légal solide comme l'ont souligné nos experts aujourd'hui. Est-ce que les entreprises qui sauront embrasser cette évolution auront un avantage indéniable en termes d'attractivité, de fidélisation des talents, mais aussi de performance globale? La mise en œuvre de cette obligation va-t-elle réussir à briser le tabou du salaire en France? À l'heure où les attentes des collaborateurs ne cessent d'évoluer, la question n'est plus de savoir si la transparence salariale doit être mise en place, mais bien comment elle peut être intégrée de manière durable et bénéfique pour tous. Merci de nous avoir suivis. Si cet épisode vous a plu, mettez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de RH.